Bon, je dois vous dire que je suis très émue de parler pour Torah Box, de parler sur mon enfance d'enfant caché. Et je remercie mon petit-fils Avidan Rebibo qui nous a mis en relation. Et j'ai l'impression que ça se passe en famille. Et comme ça se passe dans mon appartement qui contient tellement de livres, tellement de peintures, tellement de souvenirs, que d'évoquer cette époque, maintenant particulièrement chaque année à Yom HaShoah, représente des moments d'une émotion très intense. Pour parler de ma vie d'enfant caché, ça s'est passé d'une façon très bizarre, très inattendue. Je suis née en 1938. Mon père était d'origine lituanienne. Il avait une fabrique de tannerie de fourrure qui marchait très très bien. Il a été arrêté le 20 août 1941, place de la République, alors qu'on prenait tous les juifs apatrides, et mon père était donc apatride. On l'a pris à la sortie du métro République. Il a été emmené dans les bus français de la RATP, directement sur Drancy. Et maman a été avertie par un courrier de la Poste, comme quoi mon père avait été pris et qu'il était à Drancy. Là-dessus, le peu que je me souvienne, parce que maman ne parlait pas beaucoup, c'est que nous sommes partis en zone libre, à Naï, dans les Basses-Pyrénées, maman et moi, et en résidence surveillée. Et nous sommes restés à peu près 1 an. Nous sommes remontés ensuite sur Paris, et c'est à ce moment-là où maman a été avertie par la police française que mon père était parti le 27 mars 1942 de Drancy par le convoi numéro 1 à Auschwitz et qu'il n'est jamais revenu. Il se trouve que, compte tenu des lois de Vichy, la situation des Juifs en France et à Paris en particulier, je parle de Paris parce que nous étions à Paris, devenait très très difficile, et un frère de maman lui a conseillé de se séparer de moi, et il a demandé un conseil à un ami à lui, le professeur René Bourgeois, qui lui a dit que, étant donné que c'était une période tellement difficile, qu'il valait mieux pour sauver donc sa nièce qu'elle parte en dehors de Paris. Et le professeur Bourgeois a conseillé mon oncle en lui disant: voilà, j'ai mon assistante Suzanne Osterberger qui a une famille à Laigne, en Côte d'Or, près de Dijon, et je suis sûre que sa famille acceptera de prendre Jacqueline. Et ça s'est fait très très vite. Et le peu de souvenirs que j'ai, c'est que maman m'a conduite à la gare Montparnasse, je crois. J'avais à peine 4 ans. Et elle m'a laissée avec Suzanne Osterberger, que je ne connaissais pas, que maman ne connaissait pas. Et elle m'a laissée partir. Et plus je repense à cette période, en fait, plus je me dis qu'elle a eu un courage extraordinaire. Je ne sais pas du tout comment moi j'aurais réagi à ce moment-là, mais je pense qu'il fallait effectivement sauver son enfant. Et je suis partie main dans la main avec Suzanne Osterberger. Je suis arrivée à Laigne et j'ai été accueillie par la famille Osterberger. La famille Osterberger, c'était une famille de 11 enfants. Madame Osterberger, Louise Osterberger, était une femme qui faisait de la résistance, alsacienne, une famille alsacienne catholique très pratiquante,
qui a assuré la famille Bourgeois qu'elle prenait en charge la petite Jacqueline Chauchat et qu'elle respectait cette petite fille en tant que juive, mais que jamais, jamais, elle ne la ferait baptiser. Mais qu'elle était obligée, pour la forme, dans ce petit village où tout le monde se connaissait, de l'amener à l'église, qu'elle apprenne le catéchisme, à l'école communale, etc. Donc pour tous les habitants de ce petit bled qui s'appelait Laigne, j'étais une petite cousine de Paris qui avait besoin de changer d'air et qui venait effectivement prendre pension chez la famille Osterberger. Ce que maman ne savait pas et que l'on a su par la suite, c'est que Laigne, en Côte d'Or, près de Dijon, n'était pas du tout la zone libre, mais que Laigne était dans la zone occupée. Ça veut dire qu'il y avait des Allemands partout dans ce petit bled, de ce petit village qui s'appelait Laigne. Et que le souvenir que j'ai eu après, et en particulier par l'aîné des enfants Osterberger qui s'appelle toujours Pierre Osterberger, et qui me considérait comme sa petite sœur, et encore maintenant je le considère comme mon grand frère de guerre, me disait, tu sais, dès que les Allemands arrivent dans la maison, tu montes tout de suite avec moi au grenier, tu ne bouges pas, tu ne parles pas, tu ne pleures pas, tu ne tousses pas, jusqu'à ce que je vienne te reprendre. Et ça s'est passé, je ne sais pas combien de fois, que effectivement j'ai dû aller très très vite dans le grenier pour me cacher, parce que les Allemands étaient là. Et ce dont j'ai souvenir en particulier, là c'est un petit peu plus caustique, c'était qu'il y avait un Allemand d'une vingtaine d'années peut-être, très arien, très blond, avec des yeux bleus, qui s'était prise d'affection pour la petite Jacqueline. Et il n'avait qu'une idée et ne faisait que demander à Madame Osterberger, « Madame Osterberger, vous voulez bien que je me promène avec Jacqueline, parce que vraiment c'est une jolie petite fille ?» Et Pierre Osterberger, donc mon grand frère de guerre, me disait, et je te voyais partir un petit peu avec lui la main dans la main, et j'avais le cœur serré, parce que je me disais que si jamais il apprend qu'il se promène avec une petite juive, je ne sais pas ce qu'il va advenir. Donc voilà, ça c'est effectivement, la zone était remplie d'Allemands, et un jour il y a eu une sorte d'attentat par les résistants de Laigne. Et ils ont fait sauter une voiture aux abords de Laigne avec des Allemands. Un des chefs du réseau de la Gestapo est venu voir Louise Osterberger, et comme Louise Osterberger parlait très bien allemand, donc elle s'est fait interprète auprès de la Gestapo. Et le chef de la Gestapo, donc de Laigne, lui a proposé un marché. Il lui a dit, ou vous allez venir avec moi sur la place de la mairie, on va rassembler tous les villageois, vous allez traduire exactement ce que je vais vous demander de dire, à savoir que si personne ne se dénonce comme ayant été les auteurs de l'attentat, je prendrai 10 hommes au hasard dans la foule et je les fusillerai. Ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'a dit Louise Osterberger. Je pense qu'elle a réussi à convaincre d'une façon ou d'une autre que personne ne se dénonce, mais qu'il n'y ait pas de fusillés non plus. Mais pendant cette période-là, des voisins étaient venus me chercher, ou la famille, je ne sais plus, et m'ont amené me cacher dans une ferme. Et je suis restée 48 heures cachée dans une ferme, avec des vaches tout autour, et je dormais sur le foin. 48 heures après, je suis ressortie. J'avais des poux, j'avais la gale, peu importe, j'étais vivante. Et c'était ça le plus important. Ça, ce sont les points très précis
dont je me rappelle. Ce qui est positif dans cette période que j'ai vécue d'enfant caché, c'est qu'en fait cette famille Osterberger représentait ma famille. Parce que je n'arrivais pas à prendre conscience de qui j'étais, qui était mon père, je ne l'ai pratiquement pas vu, je ne l'ai pas du tout connu. Maman était partie d'un côté et quand elle m'avait confiée à la famille Osterberger, on lui avait demandé de ne jamais prendre contact avec moi jusqu'à la fin de la guerre, si bien que je n'avais aucune relation avec maman, encore moins avec mes grands-parents maternels qui eux étaient cachés dans la Creuse, si bien que de 42 à 45, en fait j'étais une petite fille qui ne savait pas qui elle était. J'étais dans une famille qui m'avait prise en amitié, en affection, que je considérais comme ma famille. J'allais à l'église, j'allais à l'école communale, j'allais au catéchisme. Il ne fallait pas que je dise que j'étais juive, je me cachais quand les Allemands arrivaient. Donc j'étais dans un état d'esprit où je ne savais pas réellement qui j'étais. Et ça a été pendant de 42 à 45. 45, la libération. Maman, qui savait où j'étais, chez qui j'étais, est revenue à Paris, a pris le train jusqu'à Dijon, et de Dijon, elle a pris un bus pour arriver à Laigne. Elle débarque à Laigne, mais elle ne connaissait pas l'adresse de la famille Osterberger. Et elle arrête un camionneur, et elle lui dit « Monsieur, voilà, est-ce que vous connaissez une petite fille qui s'appelle, qui est dans la famille Osterberger? Ah, vous voulez parler de la petite Jacqueline? Oui, 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 bien sûr, vous continuez à droite, à gauche, bref, vous y arrivez tout de suite. » Et maman arrive dans la maison de la famille Osterberger, qui n'était pas prévenue, effectivement, de son arrivée. Et tout le monde allait se mettre à table, et je ne sais pas si vous voyez les grandes maisons dans les villages, c'était la grande table en bois avec des chaises et des bancs tout autour, et chacun avait sa place bien définie au moment des repas. Et je me souviens, là c'est vraiment un souvenir très émouvant, que un bout de table, il y avait Monsieur Osterberger, à l'autre bout de table, il y avait Madame Osterberger. Moi, j'étais à côté de Madame Osterberger et maman était à côté de moi. Et pendant tout le déjeuner, maman racontait comment elle était cachée, ce qu'elle avait fait, etc. Et pendant tout le déjeuner, c'est vrai que je ne disais pas un mot et c'est vrai que je regardais tout le temps Louise Osterberger. Et je ne savais pas que je ne reconnaissais pas maman, parce que je n'avais pas du tout souvenir de qui elle était. Vaguement, mais pas suffisamment pour avoir de l'affection, disons, pour elle. Et à la fin du repas, Louise Osterberger me dit « Jacqueline, il faut que tu montes dans ta chambre, tu prépares tes affaires et tu repars avec ta maman. » Et là, j'ai vraiment le souvenir, et je lui dis « Mais je ne veux pas partir, je ne veux pas partir. Je veux rester avec toi, maman Osterberger, je ne veux pas partir. » Bon, bref, je suis montée dans la chambre, j'ai préparé mes affaires et je monte avec maman dans le bus. Et je ne sais pas si vous avez vu le film de Louis Malle, Adieu les enfants. Il y a une scène comme ça où un petit enfant était caché, mais là dans une école. Sa mère vient le rechercher et il part dans l'autobus avec sa mère et il est assis à l'arrière et il fait au revoir comme ça au professeur chez qui il avait été caché pendant toute cette période, et il pleure à chaudes larmes. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'étais assise à côté de maman dans le bus et je faisais au revoir comme ça à la famille Osterberger et je pleurais parce que je ne voulais pas partir. Donc ça a été de 42 à 45. Après, 45, nous revenons à Paris. Maman ne me parle pas de mon père.
Elle n'avait aucune nouvelle. Moi, je ne pose même pas la question non plus. Et l'usine de mon père avait été arianisée. Ça veut dire que c'était un certain monsieur Roubex qui l'avait eu, parce qu'il avait certifié, et ça c'est marqué dans les archives, qu'il était arien depuis 3 ou 4 générations, donc il pouvait reprendre les biens d'un juif sans aucun problème. Maman devait mettre en ordre ses affaires et la décision a été prise qu'elle me mette en pension. Ça veut dire qu'elle est venue me chercher en août 1945, nous étions de retour à Paris et à la rentrée des classes, je pense que c'est octobre, la rentrée des classes, elle avait trouvé une pension qui s'appelait la pension des Lilas. Nous habitions place de Ménil dans le 12e arrondissement. Et la pension des Lilas était au métro Montreuil, c'est-à-dire à un quart d'heure en métro. Et j'ai souvenir qu'un lundi matin, maman m'a donc amenée à cette pension des Lilas. Et le souvenir que j'ai, ça a marqué mes enfants et mes petits-enfants. Ça veut dire qu'elle me tenait la main et elle me faisait tout le temps une pression de la main pour me dire ça va, je suis avec toi, n'aie pas peur, je reviens te chercher cet objet. Donc j'ai toujours eu cette pression de la main de maman lorsque nous avions des situations assez difficiles. Et cette pression de la main, je l'ai gardée avec mes enfants, c'est-à-dire avec Sophie, ma fille, avec Nicolas, mon fils, mais surtout, je crois, avec Sophie, que lorsqu'il y avait un problème, je prenais la main de Sophie et je la serrais comme maman serrait la mienne. Je l'ai gardée avec mes petits-enfants. Et ils s'en rappellent encore maintenant, mes petits-enfants, qui ont l'âge de Kinneret, Davidan et les enfants de ma fille Sophie aussi. Donc maman me conduit le lundi matin à cette pension des Lilas. Elle revient me chercher le vendredi. Nous sommes ensemble pour vendredi et samedi, et dimanche, et le lundi, elle me ramène. Le souvenir que j'ai très précis, c'est que maman ne voulait absolument pas que je dise que j'étais juive. Elle ne voulait absolument pas que la concierge sache que nous étions juifs. Ça veut dire qu'il ne fallait que personne ne sache que nous étions juifs. Ça veut dire qu'à partir de ce moment où nous ne devions pas dire que nous étions juifs, nous devenions une famille française complètement assimilée. Surtout, pas d'éclat, pas de manifestation. On essaie de se fondre dans la société française. Et lorsque les affaires de maman se sont un petit peu arrangées, je ne vais pas rentrer dans les détails, elle est venue me chercher, elle m'a enlevée de la pension des Lilas et j'ai été à l'école primaire communale rue de Picpus. Et là, je crois que personne non plus ne savait que j'étais juive et il fallait surtout pas que je le dise. Et je me rappelle une amie, une copine de classe, qui me dit un jour, on faisait le chemin ensemble, elle me dit « Ah là là, heureusement que pendant la guerre, nous avons eu le maréchal Pétain parce qu'il a sauvé la France. » Et je ne lui ai pas répondu, parce que ça n'était pas à l'ordre du jour, il n'y avait pas l'histoire de la guerre 40-45 dans les manuels scolaires à l'époque. Et j'arrive à la maison, et je dis à maman, voilà ce que m'a dit Francine. Il paraît que Pépin a sauvé la France. Alors, maman me dit, écoute, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça n'est pas le moment, mais dès qu'elle vient à te parler de Pétain, tu lui dis, je ne veux pas en entendre parler, mais tu ne donnes pas d'explication. Et maman ne m'a pas donné plus d'explications, donc je ne savais pas qui était Pétain. Ça, c'était pendant que j'étais à l'école communale. Et c'est vrai que toute ma jeunesse, en fait, encore une fois, je ne savais pas qui j'étais.
nous avons reçu une notification de la mairie de Paris, du commissariat de police, comme quoi mon père était parti effectivement à Auschwitz et n'était pas revenu. Ensuite, il y a eu des recherches de fait par Serge Klarsfeld et les enfants cachés de ce mouvement de Serge Klarsfeld. Et en fait, pour résumer un petit peu, le fait d'avoir été enfant caché, c'est pas ce qui m'a traumatisé le plus sur le moment même. Ce qui m'a traumatisé le plus, et ce que je ressens de plus en plus en vieillissant, c'est que jusqu'à ce que ma fille fasse son alia, Sophie, en 1991, elle a fait son alia, jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas qui j'étais vraiment. Je ne fréquentais pas vraiment de milieu juif, je ne fréquentais pas de mouvement juif. Nous étions vraiment ce qu'on appelle des juifs assimilés, sans pratique de la religion bien entendu. Et il s'est trouvé, tout à fait par hasard, que je suis partie exceptionnellement avec un mouvement juif qui s'appelait les Relais Juifs. Et c'est là, à Villars, chez Zières, en Suisse. Et c'est là où j'ai connu mon mari, Henri Rebibaud. Henri Rebibaud qui avait une approche et une éducation complètement différentes de moi. Ça veut dire qu'il était de Casablanca, à l'époque il était marocain, il était pratiquant, il mangeait cachère bien entendu, et il se trouve que les deux extrêmes pratiquement se sont rencontrés. Donc, Henri avait eu une jeunesse tout à fait différente que celle que j'ai eue moi. Il avait cette joie de vivre, il avait ce charisme des gens d'Afrique du Nord que les juifs ashkénazes, compte tenu des événements, n'avaient pas. Ça veut dire que moi j'étais une jeune fille, bon, j'ai fait d'excellentes études, ça n'a pas empêché. J'ai passé des examens, je suis rentrée à Orly, j'ai travaillé pour l'aéroport de Paris. Ce travail m'a fait du bien aussi parce que ça m'a fait sortir de moi-même, mais je crois que ce qui m'a fait beaucoup plus sortir de moi-même et, disons, m'extérioriser un petit peu plus, c'était le contact de Henri Rebibaud. Donc par lui, j'ai appris à être plus sociable, j'ai appris à être plus gai, j'ai appris à rire, j'ai appris à raconter des blagues avec lui et avec tous ses copains. Donc je me suis révélée à ce moment-là. Nous nous sommes mariés, nous avons eu 2 enfants, Nicolas et Sophie. Sophie a fait son alia en 1991. Elle a épousé Richard Rosenbaum d'une grande famille de 11 enfants ashkénazes de Pologne. Ils se sont mariés en 1993, à Jérusalem bien sûr, et ils ont 3 enfants. Nahama, qui a terminé son service militaire depuis 2 ans et qui a repris des études. Eden, qui a fini son service militaire l'année dernière, qui va reprendre des études. Et Itai, le petit dernier, qui va faire sa bar mitzvah l'année prochaine. Du côté de Nicolas, il s'est marié et il y a eu mes petits-enfants. Ça veut dire Avidan, Kinneret, Sarah et Nouriel. Les 4 enfants de Nicolas et de Sylvie, sa femme, sont ici à Jérusalem. Les parents, mon fils et Sylvie, sa femme, sont toujours à Paris. Et on espère que bientôt ils vont pouvoir venir nous rejoindre. Et nous avons fait notre alia en 1999. Or, lorsque Sophie a fait son alia en 1991, je travaillais à Orly toujours, et j'avais des conditions pour pouvoir voyager qui m'ont permis de venir la voir très souvent. Je ne connaissais pas Israël, je ne connaissais pas Jérusalem,
J'ai connu la famille de mon père qui était venue de Russie dans les années 50, mais je ne savais rien d'Israël et encore moins de la vie au Moyen-Orient. Et la première fois que je suis venue en Israël avec Henri, en 64, l'année de notre mariage, quand je suis repartie, j'ai dit à Henri, plus jamais, mais plus jamais je ne reviens en Israël. Je ne supporte pas les gens qui te poussent, les gens qui crient, la chaleur, enfin bref, j'étais tout à fait contre le fait de revenir. Sophie fait son allié en 90, je commence à venir à Jérusalem et je commence à connaître Jérusalem et je commence à connaître les Israéliens et les francophones et les associations. Je commence à connaître Yad Vashem. Je vais à Yad Vashem, je fais obtenir la médaille du Juste à Louise Osterberger et en 97, elle a obtenu cette médaille du Juste à Dijon et il y a effectivement son nom marqué sur le mur des noms à Yad Vashem. Je témoigne donc à Yad Vashem. Je témoigne à l'association Alumim, des enfants cachés, où je retrouve des gens, plus ou moins de mon âge, qui ont mon vécu. J'ai témoigné plusieurs fois. J'ai témoigné à Yavne, à l'école des enfants de mon fils, c'est-à-dire pour Avidan, pour Kinneret, pour Sarah et pour Nouriel. J'ai témoigné à la Mirlala de Kinneret lorsqu'elle était ici. Donc le fait de témoigner, c'est vrai que ça me fait du bien, parce que ce que je n'ai pu dire quand j'étais enfant caché, ou même ce que je n'ai pu dire avant jusqu'à ce que je me marie, et même après, j'ai pu le dire ici où je me suis sentie chez moi. Et depuis que nous avons fait notre alia, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup, que je fais beaucoup de choses, que mon mari Henri est parti il y a bientôt 5 ans, mais je me sens chez moi et je revis en Israël. Et je respecte tout parce que je veux que mes enfants viennent chez moi et ils viennent en toute confiance. Et c'est le positif finalement de ce que m'a apporté le fait que mon père ait été assassiné et que je me sois retrouvée ici avec mes enfants. Et que pour moi, ma patrie, c'est Israël et c'est rien d'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions à me poser, vraiment j'y répondrai avec grand plaisir.